Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 janvier 2024. On entame la grosse semaine du trimestre. Vous le savez, on en a parlé hier dans Swiss Bliss, mais grosso modo, on est en pleine euphorie et on va se taper la plus grosse semaine du moment. Donc on a 5 Magnificent 7 qui vont publier. Vous le savez, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta publieront tous cette semaine entre mardi soir et jeudi soir. Donc il y aura du monde, il y aura beaucoup de choses à analyser, il y aura beaucoup de choses à discuter. Mais en plus de ça, on ne nous laisse pas tranquille parce qu'il y aura effectivement les JOLTS aussi, les chiffres de l'emploi. Et puis il y aura également les non-farm payrolls en fin de semaine. Et puis bien sûr, n'oublions pas non plus que c'est la semaine de la Fed. Alors, il ne devrait pas se passer grand-chose du côté de la Fed, mais on attend quand même le speech de M. Powell qui sortira mercredi soir, relativement tard pour nous, Européens. Mais on verra un peu ce qu'il nous dit et le consensus global espère secrètement qu'il va laisser la porte ouverte à une potentielle baisse des taux encore au mois de mars. Même si statistiquement, si on regarde les sondages des futurs du CME, on est loin d'envisager ce genre de truc dans l'immédiat et on parle plutôt de mai, bien que la plupart des banquiers centraux qui ont parlé parlent quand même de la deuxième partie de l'année, mais ça, c'est une autre histoire qui n'a pas réellement d'importance parce que aujourd'hui on est en pleine euphorie et tout le monde est super convaincu que ça ne peut que monter et j'ai envie de dire, il y a un seul truc qui plane sur le marché en ce moment, c'est FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater le train qui nous obsède complètement. Alors, je vais pas vous faire perdre trop de temps ce matin parce que finalement, si on regarde ce qui est en train de se passer, eh bien, on aura des réponses bientôt. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres qui seront publiés, mais ça commencera vraiment demain. Et les chiffres économiques, il y a que dalle. Tout ce qu'il faut retenir, c'est l'euphorie, l'explosion qu'on a vécue vendredi dernier avec les histoires sur le luxe. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, ça rappelle quand même certaines choses qu'on a déjà vécues par le passé, enfin que personnellement, j'ai déjà vécues. Et quand on voit l'enthousiasme que les gens mettent à acheter le marché, n'importe quel marché ou n'importe quelle bonne nouvelle, entre guillemets. Je rappelle que les histoires de LVMH, c'est juste des commentaires positifs et constructifs sur l'avenir. Quand on voit la manière dont les gens s'emballent là-dessus, ça rappelle quand même les périodes complètement euphoriques de l'an 2000 où on avait ce fameux adage qui disait tout ce qui va à 1 va à 10, tout ce qui va à 10 va à 100 et tout ce qui va à 100 va à 1000. Donc pour l'instant, LVMH va en direction des 1000, le CAC 40 va aller probablement à 10 000, ça fera un chiffre rond, c'est toujours assez cool. Donc vraiment, il y a cette espèce d'emballement et d'euphorie totale sur absolument tout ce qui sort. Dès qu'on a des bonnes nouvelles positives, les gens se jettent dedans, sont prêts à payer n'importe quoi en termes de valorisation. Donc c'est clairement de l'euphorie et comme on le dit souvent, l'euphorie, on sait quand ça commence, on sait pas trop quand c'est que ça s'arrête. Mais généralement, quand ça s'arrête, on est en pleine bulle spéculative et ça devient toujours relativement dangereux. Cependant, on va pas dire du mal des marchés parce que c'est extrêmement mal vu à l'heure actuelle de dire qu'on est un petit peu suracheté, de dire que les valorisations sont trop chères, de dire qu'il y a quand même un danger relatif par rapport à ces valorisations qui sont trop chères, de voir que globalement les gens n'ont plus aucune notion de la réalité en termes de protection de portefeuille puisque la VIX est au plus bas, la volatilité est au plus bas, que l'indice Greed and Fear est au plus haut de tous les temps sur CNN. Voilà, on est à plus de 77 de sentiments positifs, c'est énorme. La dernière fois qu'on a eu ça, on s'est pris une claque monumentale, mais ça, on veut pas l'entendre, donc je vais pas en parler. Néanmoins, on voit que l'optimisme a pris le dessus définitivement. Alors, est-ce que c'est de l'optimisme ou simplement la peur de rater le train, ce fameux FOMO dont tout le monde parle, Fear of Missing Out? On sent qu'effectivement, quand on voit des explosions comme on a vécu sur LVMH la semaine dernière, je rappelle qu'ils vendent des sacs à main en faux cuir qui ressemblent à des sacs de chez McDo, entre autres, on se dit quand même qu'il y a une espèce d'emballement et une espèce de survalorisation qui perd le contrôle. Alors, tant mieux, quelque part, on préfère quand les marchés montent, mais il y a quand même 2-3 choses qui piquent. Alors, on va pas être trop négatif, quand même un petit peu, mais bref, on va essayer d'être constructif, puisque dorénavant, c'est l'avenir qu'il va falloir regarder. Alors, l'avenir, comme je vous le disais en ouverture de cette vidéo, eh bien, ce sera les chiffres du trimestre. Il y en a une montagne. Vous les voyez qui s'affichent à l'instant, donc il y en a un paquet, on va pas revenir dessus, on le sait. Les Magnificent 7 en tête de pont, mais il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup de chiffres économiques qui nous permettront de voir si ce marché de l'emploi
vraiment en train de ralentir. Quand on regarde la liste de tout ce qui a eu comme licenciement ces derniers temps, c'est juste monumental. Je crois qu'on parle de 300 000 licenciements depuis le mois de novembre aux États-Unis, principalement dans le secteur technologique. On en parle très peu. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le secteur technologique, quand ils se font virer, ils ont des packages et finalement, ils vont pas demander le chômage avant 3 à 6 mois, ce qui veut dire que l'impact réel de l'emploi pourrait se faire un petit peu plus tard quand même. Et donc, pour l'instant, c'est peut-être aussi pour ça que l'emploi reste relativement fort, mais qu'il risque d'y avoir une correction peut-être dans les mois à venir. En fait, quelque part, on peut l'espérer puisque c'est ce qu'on veut. On aimerait vraiment que cet emploi ralentisse pour que la Fed se sente rassurée que l'inflation puisse continuer à baisser et qu'elle puisse commencer à se dire, oui, vraiment, on va baisser les taux, puisque je rappelle quand même que la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui au plus haut de tous les temps, c'est pas les chiffres des Magnificent Seven, c'est pas les chiffres de Netflix la semaine dernière, c'est pas le nombre de sacs à main vendus par LVMH, c'est simplement parce qu'on s'attend à enfin mettre un terme à ce cycle de hausse des taux dans lequel on vit depuis 2 ans et avoir un début de cycle de baisse des taux qui est symboliquement mieux pour les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà anticipé dans tout ça? C'est une autre histoire. Mais en tous les cas, voici ce que l'on attend dorénavant aujourd'hui. C'est le premier signe de certitude de voir baisser les taux. Alors, comme on l'a déjà dit, on est super convaincu que ça va se produire. La Fed un peu moins, mais on devrait avoir des réponses cette semaine. Et bien évidemment, ce sera mercredi soir avec le discours de Monsieur Powell. Il y a une autre chose qu'il faut absolument aborder comme sujet parce que je suis frappé depuis quelques jours du manque d'intérêt autour de ce sujet-là, c'est le pétrole. Alors le pétrole, vous le savez, c'est important parce que c'est quand même une partie du basket de l'inflation. C'est aussi important au niveau de l'énergie puisqu'on sait que quand le pétrole monte, il y a aussi une espèce de corrélation avec le reste de l'énergie. Donc même si c'est pas justifié, bah, ça monte quand même. Bref, donc du coup, on a quand même le pétrole qui est sorti d'une configuration latérale sur le graphique pour commencer à accélérer à la hausse. Ça, c'est purement l'aspect technique. On se traînait à 70 $ et des brouettes. Et là, on est à 78,40 ce matin. Donc quand même 8 $ de hausse en l'espace d'une petite dizaine de jours. Mais on n'en parle pas. On en parle très très peu. Parce que c'est pas si grave finalement, hein, quand on voit les chiffres des sociétés et quand on voit les perspectives économiques, le PIB qui explose, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de cette hausse du baril. Pourtant, quand on regarde en dehors de l'aspect technique, il y a aussi l'aspect fondamental. Bah, simplement, c'est que les tensions sont en train d'augmenter toujours au Moyen-Orient. Et vous avez vu que ce week-end, eh bien, les Houthis ont bombardé une base arrière américaine, tuant 3 Américains et en blessant une quarantaine d'autres. Résultat, Biden, il n'est pas content. Et résultat, ils ont déjà annoncé des représailles. Ils n'ont pas encore commencé à tirer. Mais en tout cas, toutes les bases Houthis planquées dans la région et soutenues par l'Iran, puisque M. Biden répète souvent que c'est des rebelles soutenus par l'Iran, eh bien, ils sont tous en train d'évacuer les bases parce que la trouille, ça se commande pas et que les Américains vont sûrement balancer des représailles, ce qui ne devrait pas améliorer les tensions dans la région, donc forcément les cours du baril. Donc aujourd'hui, le baril est en forte hausse. Si vous regardez tout simplement les conséquences directes, parce que pour nous, consommateurs, le moyen de ressentir les conséquences directes, eh bien, c'est la pompe à essence. Eh bien, quand on regarde la pompe à essence, je me souviens, il y a quelques temps en arrière, il y avait des reportages à la télé qui disaient « Oh, c'est super, regardez, l'essence, elle est redescendue à 1,78 ». Ouais, eh ben, les gars, elle est revenue à 1,98 maintenant. Donc, ça repart à la hausse, mais ça, on n'en parle pas, c'est pas le bon moment. Bref, en tout cas, ça repart à la hausse et ça va avoir un impact sur l'inflation. On peut le dire comme on veut, on peut le faire comme on veut. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Si le baril, il remonte à 95 $ sur le WTI, il va y avoir des conséquences sur l'inflation. Donc, on va en reparler dans les marchés. Mais pour l'instant, aussi fou que ça puisse paraître, eh bien, on a l'impression on veut botter en touche le sujet du pétrole, que personne n'en parle, et qu'on se dit, ouais, ben, ça va se régler de lui-même. Néanmoins, ça a pas l'air d'aller dans la bonne direction dans l'immédiat, et quand on regarde l'aspect purement technique, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours sur le baril, on va chercher gentiment, techniquement, c'est ouvert pratiquement jusqu'à 90 $, en tous les cas, je vois pas trop de résistance dans l'immédiat, donc il suffit de quelques missiles et quelques drones télécommandés qui pourraient poser 2-3 problèmes à notre ami le baril, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'espère que je me gourre encore une fois et puis qu'on va oublier le sujet. Mais néanmoins, c'est un problème. Autrement, dernier sujet de la journée, eh bien, c'est Evergrande. Evergrande qui a été mise en faillite officiellement par une cour de justice à Hong Kong. Alors, c'est assez rigolo. Evergrande, plus grand développeur chinois, le développeur immobilier le plus endetté de la planète. Alors, ce qui est assez rigolo dans le cadre d'Evergrande, c'est quand même que
il y a 2 ans et demi en arrière, quand on a commencé à parler de l'éventuelle faillite d'Evergrande, tout le monde est en train de courir dans tous les sens avec tel le poulet décapité pour dire « Oh, secours, il y a Evergrande qui va faire faillite, ça va emmener tous les marchés à la baisse !» Oui, ça devait emmener tous les marchés à la baisse, ça devait faire crasher tous les marchés immobiliers du monde entier, la contagion devait être monstrueuse. C'était une catastrophe qu'on regardait se déplier, se développer devant nos yeux. On avait tous très très peur, sachant que 3 jours avant, on ne savait pas ce que c'était Evergrande. Mais voilà, ce matin, ça a été annoncé officiellement, Evergrande, c'est mort. Et puis les marchés n'en ont rien à foutre, puisque Hong Kong est en hausse, la Chine est en hausse, le Japon est en hausse. On parle même pas de contagion à droite à gauche. Bon, il faut reconnaître qu'Evergrande vaut plus rien, mais c'est assez rigolo. Comment on nous a vendu ça comme une immense catastrophe, et que finalement 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans plus tard, l'ensemble des marchés boursiers, bon, sauf la Chine, sont au plus haut de tous les temps, et que la problématique d'Evergrande a été réglée définitivement. Pas de contagion, pas de crise immobilière, en tout cas pour l'instant, sous nos contrées. Donc ce qu'il faut comprendre pour ce début de semaine, c'est que ce qu'on va regarder nous maintenant, c'est tout chiffre qui peut nous induire une baisse de l'inflation et donc une baisse des taux, tout chiffre qui laisse à penser qu'il n'y aura pas de récession, tout commentaire optimiste que l'on va nous faire après la publication d'un résultat trimestriel, bien évidemment tout commentaire positif lié à l'intelligence artificielle, et pour terminer, bien sûr, tout commentaire de la part du CEO de Nvidia qui nous dirait quelque part dans une conférence comme quoi l'intelligence artificielle, ça cartonne et qu'eux, ils croulent sous les contrats. Donc aujourd'hui, pas de chiffres économiques, quelques publications pas très importantes au niveau trimestriel. Je crois qu'il y aura la BNP ou what else, Dassault en France. Mais pour le reste, ça risque d'être relativement tranquille aujourd'hui. On va continuer à s'ambiancer puisque demain, on va attaquer pour de vrai cette énorme semaine qui va être passionnante, je n'en doute pas une seconde. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, très bon lundi, très bon début de semaine et à demain. Bye bye.